On va commencer le débat. Je vous rappelle la question du jour. Pegasus, sommes-nous tous sous surveillance? Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Philippe David, Judith Belair. Effectivement, 14 ministres, le président de la République et le Premier ministre de l'époque, espionnés par un logiciel d'une société israélienne appelée Pegasus et a priori par l'État marocain, un pays ami. On en débat avec Bernard Carayon, maire de Lavore, ancien député du Tarn, spécialiste des questions de guerre économique et de renseignement. Bonjour. 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 Et Damien Bancal, journaliste spécialiste des questions de lutte contre le cybercrime, blogueur sur le site zataz.com. Bonjour. 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 Bernard Carayon, vous qui êtes spécialiste de la guerre économique et de tous ces problèmes d'espionnage, vous êtes également homme politique, vous avez été député, vous êtes maire de Lavore. Que vous inspirent les révélations du journal Le Monde ? D'abord, ce n'est pas une histoire nouvelle. L'espionnage, vous le savez, c'est un des deux plus anciens métiers dans le monde. Pas besoin de vous préciser quel est le second. La deuxième chose, c'est que, en général, lorsqu'on parle d'espionnage, qu'il soit électronique ou humain, en général, on accuse ceux qui en parlent d'être, en quelque sorte, des paranoïaques. La réalité dépasse souvent la fiction en la matière. Ce qui est un peu humiliant, c'est que on avait, nous, Français, l'habitude d'espionner l'Afrique. Maintenant, c'est l'Afrique qui nous espionne. Mais au-delà, si vous voulez, de cette situation un peu humiliante pour le président de la République, les membres du gouvernement ou la classe politique française qui a été, qui saurait Il y a un petit problème de connexion. Cet espionnage de Pegasus, ce qui fait d'ailleurs, au-delà de ça, ce qui apparaît aujourd'hui, la fin du secret des entreprises, la violation de l'intimité et de la vie privée des individus. Nous vivons de ce point de vue-là une époque particulièrement terrible et qui est due à quoi ? Tout simplement à la démocratisation et à l'universalisation des technologies d'écoute, de renseignement. Que l'on voit sur la liste d'ailleurs des États qui utiliseraient ces logiciels, le Rwanda où le président de la République s'est rendu il y a encore quelques semaines, le Togo, je ne parle pas du Maroc, mais ou l'Azerbaïdjan, montre bien que aujourd'hui, l'espionnage électronique n'est plus l'apanage des grandes puissances. Damien Bancal. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, les révélations du journal Le Monde ? Ça vous a pas étonné du tout ? Non, malheureusement, ça m'a pas étonné pour plusieurs faits. D'abord, ça fait quelques années qu'on sait que cette entreprise NSO a été très spécialisée dans l'espionnage. Après, on est encore moins étonné par ses clients parce que ça reste aussi des outils super efficaces. Mais là où je suis pas non plus malheureusement étonné, c'est que ce n'est pas le seul outil qui permet d'espionner. Où il faut savoir qu'aujourd'hui, nous utilisateurs lambda, on est tout à fait capable de trouver sur les internets, des logiciels de ce même type d'espionnage pour quelques dizaines d'euros. Alors certes, ça demande des manipulations un petit peu plus poussées qu'un simple lien pour Pegasus, mais l'espionnage est malheureusement rentré dans les mœurs de cette informatique qui est notre vie aujourd'hui. Que ça soit l'ordinateur, que ça soit le téléphone portable, que ça soit d'autres matériels informatiques. Là où ça devient plus inquiétant, c'est comme l'expliquait monsieur le député, c'est que ça touche nos hommes politiques, ça touche nos hommes d'État. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que là, effectivement, on parle d'un président de la République, on parle d'hommes politiques, mais si on est un bon espion, on s'intéresse aussi à son environnement. On s'intéresse aussi potentiellement, je ne sais pas, peut-être à l'épouse de monsieur Macron ou peut-être tout simplement à sa garde rapprochée. Les espions derrière ne se contentent pas de ce qui brille. J'entends par là, le président, c'est quand même un élément loin d'être négligeable. Maintenant, ça serait intéressant de savoir si ils n'ont pas aussi environnementé, comme peuvent dire nos autorités, tous ceux qui travaillent autour de l'homme central, de l'homme président. Oui, c'est une question pour tous les deux d'ailleurs. La technologie, est-ce qu'elle est en train de nous dépasser ? Est-ce qu'on peut éviter finalement, quand on est une personne lambda ou pas, d'être espionné si on a un iPhone ou un smartphone en général ? Bernard Carayon. Allô, Bernard Carayon ? On relance Damien Bancal. Damien Bancal. On a un problème avec Bernard Carayon. Il faut savoir que ces technologies d'espionnage, moi, ça fait quelques années que je virevolte dans ces environnements de la malveillance pour tenter de les combattre. Des logiciels espions, il y en a depuis des dizaines d'années.
Ils évoluent, ça il faut être très clair, mais ils évoluent aussi avec ces technologies qui, regardez, nos téléphones portables dans nos poches. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans qu'ils étaient capables de faire notre GPS, de gérer notre poids, de contrôler notre sommeil, de nous retrouver devant un magasin. Et il y a 15 ans, tout ça était de la science-fiction. Moi, j'utilise tout le temps cette image qui était le film Terminator 2. Souvenez-vous, ce film a 25 ans. Vous avez des références cinématographiques. Hein. Oui, mais complètement. Mais regardez, John Connor se mettait devant un ordinateur avec son petit ordinateur à cristaux liquides, tirait un câble et de l'argent liquide sortait. Et moi, il y a 25 ans, j'avais déjà vu des choses et on nous disait oui, ça c'est de la science-fiction. 25 ans après, on fait exactement les mêmes choses, mais sans câble. C'est assez étonnant d'ailleurs. Bernard Carayon. Bernard Carayon, je ne sais pas si vous avez entendu la question de Judith Belair. Je la répète, la technologie, est-ce qu'elle est en train de nous dépasser ou est-ce qu'on peut éviter, quand on est une personne lambda ou pas, d'être espionné si on a un smartphone dans la poche? Et on aimerait savoir si vous avez les mêmes références cinématographiques que Damien Bancal, qui est fan de Terminator 2. Voilà. Écoutez, non, pas vraiment. Non, la vraie question, si l'on peut revenir au sujet principal, la vraie question, c'est de savoir qui peut analyser les données qui ont été collectées. Bon, je doute fort que le Maroc ait la possibilité humaine de traiter ces données. Vous savez, pour surveiller de manière électronique pendant 15 jours trois voyous de banlieue, trois dealers, il faut une douzaine ou une quinzaine de policiers en permanence. Bon. Donc, qui peut analyser les données? Donc, est-ce que c'est bien le Maroc, les services de renseignement marocains, qui est derrière? Est-ce que ce sont des sous-traitants ou non? Si ce sont des sous-traitants, qui cela peut-il être? Bon, avec qui le Maroc entretient-il des relations privilégiées sur le plan diplomatique, sur le plan de la sécurité? Ça, ce sont les vraies questions qu'il faut se poser. Deuxièmement, lorsqu'on apprend que M. Castaner est sur cette liste, on peut se dire que certains ont dû se marrer en regardant ces échanges, mais au-delà, si vous voulez, de la plaisanterie, j'ai l'impression qu'on veut un peu noyer le poisson. On met M. Castaner, on met Marc Fesneau, qui est secrétaire d'État, je ne sais plus quoi, Jacqueline Gouraud, qui est, je crois, ministre aux collectivités territoriales. On voit mal... C'est les relations avec le Parlement, Marc Fesneau. Oui, mais on voit mal à quoi servirait vraiment... d'espionner ces personnes, si ce n'est d'avoir une vision très précise, par définition très, très intime, de l'ensemble de la classe politique. Alors, moi, la question que je me pose, c'est peut-être une question de paranoïa, de paranoïaque ou de naïf, mais est-ce que la France va négocier avec le Maroc ou avec un autre État la possibilité de disposer des données qui ont été ainsi collectées? C'est-à-dire, à un an des élections présidentielles, disposer des capacités d'analyse de la vie intime, de la vie politique d'une bonne partie de la classe politique française, c'est un sérieux atout. On va vous retrouver tout de suite pour la suite de ce débat sur Sud Radio. À tout de suite. CO, la 3e est offerte. C'est ça, une offre contre la vie chère. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 25 juillet, plusieurs variétés disponibles. Modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Philippe David, Judith Belair. Sud Radio, parlons vrai, c'est le débat. Le thème d'aujourd'hui, Pegasus. Sommes-nous tous sous surveillance? On vous rappelle que 1000 lignes de téléphone en France, donc a priori celle de notre président et de quelques ministres, ont été surveillées, et puis sans oublier les journalistes, par ce logiciel. Vous répondez à 94% oui. Et on a Éric Le Riche qui fait un commentaire assez drôle, je dois le dire. Oui. Halte à la dictature des écoutes. Il est hors de question que le roi du Maroc sache que ma femme me dise t'es où et ramène-moi une demi-baguette. Voilà, ça sera dit. Nos débatteurs ce matin sont Bernard Carayon, maire de Lavore et ancien député de la Tarn, spécialiste du Tarn, décidément aujourd'hui, spécialiste des questions de guerre économique et de renseignement, avec Damien Bancal, qui est journaliste spécialiste des luttes contre le cybercrime et blogueur sur le site zataz.com. Et on a Marianne de l'Essonne qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Marianne. Oui, bonjour. Vous avez Bonjour, entendu Radio. le commentaire d'Éric Le Riche, vous faites peut-être pareil avec votre mari, vous lui dites va acheter le pain et vous avez peur d'être Et vous lui espionné. demandez où il est aussi ou pas? Non, mais c'est fort probable qu'on soit écoutés tous, parce que moi, lors de certaines communications téléphoniques, en plein milieu de la communication, j'entendais parler arabe.
Ah. en même temps. Est-ce que c'est pas un problème d'interférence, ça? C'est ce que j'ai pensé, mais ça s'est produit à plusieurs Reprise. moments, plusieurs reprises, oui, avec différents interlocuteurs. Donc vous pensez que les personnes lambda, excusez-moi, hein, que les noms, on va dire les pas connus par les médias, sont également espionnés par ce logiciel, Marianne, ou par Je d'autres pense gens? moi, j'avais deux sœurs, j'en ai une qui est décédée, dont j'ai repris le numéro, qui était commandant de police, et il y en a une qui est encore en activité. Donc, elle me disait, méfie-toi. Donc, j'ai été faire un signalement à la commissariat de police parce que j'ai eu aussi une visite très bizarre derrière ma porte de quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, qui avait récupéré mon adresse, qui avait mon numéro de téléphone et qui avait des informations sur un dossier médical. Alors justement, on va faire réagir nos invités, Marianne. Damien Bancal, vous écoutez ce que nous dit Marianne. Ça me rappelle lorsque, on va dire, le prince Charles avait des infidélités avec Camilla Parker Bowles, qu'il parlait même pas d'un téléphone portable, mais d'un téléphone sans fil, et que les tabloïds britanniques l'avaient espionné, et que ça avait fait même rentrer le nom Charlie dans le vocabulaire des Britanniques, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, et il faut savoir, pour rassurer cette dame, c'est que si elle était espionnée, les espions ont quand même pour mission d'être le plus discret possible. Donc, ils vont pas se présenter, parler, chanter, etc. Donc là, déjà, ça c'est un élément loin d'être négligeable à prendre en compte. Mais par contre, il faut savoir qu'aujourd'hui, on diffuse tellement d'informations personnelles qui peuvent se faire voler, qui peuvent se faire détourner, qui peuvent se faire pirater, tout simplement, qu'aujourd'hui, les pirates informatiques ils fabriquent des catalogues. Ils fabriquent clairement des catalogues sur des cibles potentielles. Mais que ça soit cette dame ou des millions d'autres, il n'est pas impossible qu'elle ait reçu un jour un lien, un SMS, et elle a téléchargé un logiciel espion. Là, je vous cache pas qu'ensuite entendre par interférence des personnes qui potentiellement pourraient l'espionner, moi je ne connais pas. Par contre, il existe aussi des petits logiciels que n'importe qui peut télécharger sur Internet, ou alors, voire même acquérir des abonnements. Et là, effectivement, on pourra se prendre pour un président de la République ou un ministre, ou votre époux ou votre femme pourra suivre où vous êtes allé acheter la baguette, parce que est-ce que vous l'avez bien acheté dans la bonne boulangerie? Juste pour information, on est tous des cibles potentielles. Tous, qu'on soit ministre ou journaliste ou simple internaute. Pourquoi? Parce que les pirates font des environnements. Donc connaître ce que fait la secrétaire de tel chef d'entreprise ou par exemple mon boulanger, eh bien potentiellement ça peut savoir si j'ai besoin de gluten ou non, et donc peut-être rendre malade une personne que je souhaite atteindre beaucoup plus tard. Bernard Carayon, qu'est-ce que vous voulez répondre à Marianne de l'Essonne? Je ne crois pas qu'il soit très utile d'espionner tout le monde. S'il y a 1000 personnes qui ont été visées par Pegasus, selon les informations qui ont été remontées par la presse, au terme d'un travail d'ailleurs qui est remarquable, qu'il faut saluer, ça veut bien dire que ce n'est pas la majorité des Français qui est concernée par cette question d'espionnage. Si ce n'est que lorsque vous utilisez tel ou tel moteur de recherche, il est clair que vous êtes tracé dans tous vos goûts et que la violation de l'intimité de la vie privée existe de facto dès que vous utilisez Internet. Bon, non, la vraie question est de savoir, encore une fois, est-ce que si les services de renseignement marocains sont derrière cette affaire, de qui sont-ils les sous-traitants? C'est la seule question qu'il faut se poser. La deuxième chose, il faut dire, j'ai vu que Mediapart avait déposé plainte dans cette affaire. Les sanctions pénales sont d'ailleurs assez limitées. J'ai vérifié, la violation de l'intimité de la vie privée, c'est 1 an de prison et 45 000 € d'amende. La violation par des technologies d'information, c'est 2 ans et 30 000 €. C'est-à-dire les sanctions pénales sont assez faibles, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, ça peut monter à 10, 20, 30 ans de prison, et c'est infiniment plus dissuasif. Ça montre bien que notre arsenal pénal n'est pas à la hauteur aujourd'hui des risques, des menaces et des formes les plus diverses d'intrusion dans la vie privée, dans la vie des entreprises ou dans la vie de l'État. Encore une fois, aujourd'hui, nous assistons à la fin du secret. Et c'est ça qui est gravissime, parce que toute société a besoin de secret, toute personne a besoin
besoin de secret. Toute entreprise a besoin de secret. Tout État. Mais justement, Bernard Carayon, vous avez parlé d'entreprise. Vous êtes maire de Lavore, dans le Tarn. Lavore, c'est pas très loin de Toulouse, on est d'accord. On se souvient qu'au milieu des années 90, il y avait une affaire qui avait fait pas autant de bruit qu'elle aurait dû en faire à l'époque. Vous vous rappelez, les gens de chez Airbus qui étaient espionnés par la NSA, c'est-à-dire les services américains, avec des antennes placées en Angleterre, un pays comme le Maroc ami de la France, et en plus partenaire d'Airbus, et qui espionnait Airbus au profit de Boeing. Est-ce que c'est pas surréaliste qu'aujourd'hui on puisse être espionné comme ça par ses amis, même au niveau industriel? La guerre économique, c'était le plus souvent une guerre entre amis. On a appris récemment que le Danemark était par exemple un sous-traitant des services de renseignement américains. Oui. Vous vous souvenez également de l'affaire Snowden. Oui. Snowden avait révélé l'ampleur du programme d'espionnage américain à partir de la NSA, qui est la centrale d'écoute américaine spécialisée dans le renseignement. Et les réactions d'ailleurs des Européens à l'époque, c'était je crois en 2011 ou 2012, avaient été extrêmement modérées. Le président Barroso, qui était le président de la Commission européenne, avait dit on va créer un groupe de travail sur la question. Enfin, je veux dire, les réactions avaient été absolument ridicules parce que l'ami américain fait peur. L'ami américain est aussi c'est une puissance avec laquelle on est obligé de pactiser. Ça montre bien les limites du thème de la souveraineté, et en particulier la souveraineté européenne, qui est une idée assez farfelue. Je suis aussi assez surpris d'ailleurs que les pouvoirs publics français, depuis des années, n'accompagnent pas le développement de nos start-up dans le domaine de la protection justement contre ces formes d'intrusion. J'ai vérifié qu'une société française extrêmement talentueuse, Tetris par exemple, qui est installée à Bordeaux, n'a pas été financée par les pouvoirs publics français. Elle l'a été par deux sociétés plus la région Aquitaine, et non pas par la BPI qui est normalement la banque publique d'investissement, celle qui serait toute désignée pour accompagner le développement de ce qu'on appelle cette licorne, c'est-à-dire de cette start-up en plein développement. Troisième chose que je voudrais dire, c'est que lorsque Mediapart dépose plainte, moi je ne serais pas rassuré à la place du journaliste qui dépose plainte, parce qu'il va falloir qu'il transmette son téléphone et donc tout son réseau à la justice et d'informateurs à la DGSI, et je ne suis pas certain que les services de renseignement français soient aussi complaisants que le parquet national financier à l'égard de Mediapart. On se retrouve dans quelques instants justement pour en débattre pour encore quelques minutes. Oui, à tout de suite. Protège-Livre Handicap International. Pas besoin de ruban adhésif ni de ciseaux. Plié, collé et hop, c'est emballé. Pour chaque kit acheté, 1 € bénéficie directement aux actions de Handicap International. Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Philippe David, Judith Belair. Sud Radio, c'est la suite du débat avec Bernard Carayon, maire de Lavore et ancien député de la Tarn, du Tarn, on va y arriver. Spécialiste des questions de guerre économique et de renseignement, avec Damien Bancal, journaliste spécialiste des luttes contre le cybercrime et blogueur sur le site zatas.com. Je vous rappelle le thème de ce débat, Pegasus, sommes-nous tous sous surveillance? Justement, Damien Bancal, une question d'importance. C'est Bernard Carayon qui a cité son nom. Edward Snowden, finalement, c'était un sacré lanceur d'alerte il y a 10 ans, enfin une dizaine d'années. Un des premiers, oui et non, effectivement. Il a diffusé des informations étant, en tout cas, tirées de l'interne de ces, on va dire, de ces entreprises étatiques d'espionnage. Après, comme tout espionnage, est-ce que toutes les informations diffusées n'ont pas été faites sciemment par les espions? C'est un jeu de dupes, tout ce petit monde-là. Donc, Snowden, en tout cas, aura alerté. Il y a énormément de lanceurs d'alerte. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi énormément de pirates et d'espions. Et je vais vous poser une question, Damien Bancal, et on posera la même à Bernard Carayon. La France, on espionne les autres, nous, ou pas? Ou on est vraiment des saints ou des bisounours? Il serait, je pense, malhonnête de penser qu'on est des bisounours. On est clairement un pays qui veut protéger ses entreprises, qui veut protéger ses concitoyens. Et espionner l'ennemi et connaître ses faits et gestes me paraît indispensable. Il me paraît évident il faut espionner les amis aussi. C'est ça qu'on a appris aujourd'hui. C'est qu'il faut espionner ses amis, Damien Bancal.
C'est l'art de la guerre, hein. C'est un livre qui a plus de 2000 ans, hein. Donc Sun Tzu, je crois. les faits et gestes, c'est indispensable. Ouais. Absolument. Bernard Carayon, vous avez été député, vous connaissez bien les questions de défense en tant qu'avocat, comme c'est votre secteur d'activité. La France, on est les bisounours ou on est comme les copains, c'est-à-dire qu'on espionne un peu tout le monde? Je pense qu'on est encore dans le club des bisounours, et depuis très longtemps, hein, en dépit de toutes les alertes qui ont pu être lancées par tel ou tel. L'espionnage je vous le disais tout à l'heure, est un des plus vieux métiers au monde. Il est parfaitement légitime lorsqu'il s'agit d'espionner les ennemis ou des gens qui portent atteinte à la sécurité de l'État, à la sécurité de la nation. Je pense qu'on est encore assez frileux dans les formes offensives de l'espionnage économique. Ça, j'en suis à peu près convaincu. Mais en tout état de cause, il faut savoir lutter à armes égales, c'est-à-dire il faut savoir prendre coup pour coup, et je ne suis pas certain que l'on fasse, en particulier dans l'investissement public en faveur de ces technologies d'information, l'effort nécessaire. Dernière question à tous les deux, Damien Bancal. Pour monsieur ou madame tout le monde, il n'y a pas de raison de s'inquiéter d'avoir un smartphone pour être espionné, sauf peut-être par son conjoint qui est à mon avis l'espion le plus probable. Écoutez, vous savez, aujourd'hui on est dans de l'informatique. On est dans un chemin qui fait dire que même si je suis monsieur et madame lambda, qu'est-ce qui me dit que je ne suis pas en contact direct avec mon cousin qui, lui, travaille pour Airbus? Il faut toujours se poser la question de sa cyber-hygiène en informatique. Donc, il ne faut vraiment pas se dire pourquoi moi, un pirate viendrait m'embêter, je ne suis qu'un utilisateur lambda. Non, il faut une hygiène numérique. Et quand on regarde qu'un président pourrait cliquer sur un lien et se faire piéger son téléphone, moi, utilisateur lambda, si je reçois un lien qui me paraît bizarre, eh bien, je vais avoir cette hygiène numérique qui va m'éviter de cliquer dessus et peut-être de servir d'une attaque de ce qu'on appelle l'homme du milieu, une attaque par rebond. Donc, hygiène numérique, c'est l'ANSSI, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui en parle. Bernard Carayon, vous avez une bonne hygiène numérique? Elle est géniale, cette question. Je pense qu'en ce domaine, surtout quand on travaille sur ces sujets, on n'est jamais assez prudent. Mais vous savez, la seule manière d'être prudent, c'est d'éviter Internet, ce qui n'est pas très pratique. Il faudrait avoir un vieux téléphone sans Internet dessus, etc. Oui, finalement. Hein, oui, ou utiliser les vieilles méthodes du pigeon voyageur. Et des signaux de fumée. Mais je pense qu'il n'y a pas énormément de protection lorsque l'on voit que même le chef de l'État fait l'objet d'espionnage. Mais encore une fois, espionner le chef de l'État, c'est une histoire ancienne. François Hollande l'a été, Nicolas Sarkozy l'a été, et Jacques Chirac l'était. J'avais déjà eu une discussion avec lui sur ce sujet. Il m'avait dit qu'il s'en foutait totalement parce qu'il ne racontait que des conneries au téléphone. Et qu'il faisait exprès de dire des gros mots pour choquer les traducteurs des services étrangers. Merci beaucoup à tous les deux. Bernard Carayon, vous connaissez Verfeil, c'est pas très loin de Lavore. Ah, très bien, c'est tout à côté. Parce que dans quelques secondes, on va retrouver Nicolas Thomas, chef étoilé de la promenade, justement à Verfeil, mais on donne le verdict du sondage sur Twitter. Je vous rappelle la question, hein, sommes-nous tous sur surveillance, sous surveillance avec Pegasus? Ludovic Mathieu, le sondage, vous êtes oui à 94%, et puis on a Ludovic de Mathieu qui nous dit l'espionnage a existé de tout temps entre les pays pour X raisons, à l'ère du numérique et du monde connecté, où l'homme est considéré comme un objet de consommation, toutes ses activités commerciales, sociales ou culturelles sont tracées. Merci beaucoup à tous les deux, Bernard Carayon, maire de Lavore, ancien député du Tarn, et Damien Bancal, journaliste spécialiste des questions de lutte contre le cybercrime et blogueur sur le site zatas.com.